Bonjour tout le monde, ici je vous reviens avec mon deuxième audio pour vous lire quelques manchettes et citations d'articles des 11 dernières années concernant le débordement des urgences au Québec. On va commencer avec la presse du 20 juin 2009. Urgence d'hôpital Maisonneuve-Rosemont déborde. Agence de santé intervient pour rediriger les ambulances vers d'autres établissements. 161% de capacité à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. La presse du 30 décembre 2010. Les urgences débordent. Pourcentage d'occupation semblable à 2009. Année où plus ou moins, le pourcentage de Montréal est de 132% pour la capacité. Certains arrivent même à 200%. Dans la presse du 20 août 2011. Hôpital général Lakeshore, pourcentage de capacité 200%. Dans la presse du 20 décembre 2012, Santa Gabrini, 174% de capacité. Éclosion précoce de la grippe. Les urgences débordent. Dans la presse du 8 mai 2013, palmarès des urgences, toujours plus d'attentes. Les urgences du Québec souffrent d'un mal chronique. Malgré les promesses et les efforts, 1 million de patients attendent en moyenne 17h30 sur une civière à l'urgence. Montréal, ça atteint les 21 heures. La cible de 12 heures seulement a été atteinte par seulement 27 des 85 établissements qui atteignent la cible. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est de 35 à 40 heures d'attente. Le devoir du 30 décembre 2014. La grippe fait déborder les urgences. Région Montréal, 134% de capacité. Hôpital Jean Talon et Lakeshore à plus de 200% de capacité. Journal Métro du 9 mars 2015. Ce n'est rien de nouveau. Les urgences débordent à Montréal. Hôpital Verdun, 192% de capacité. La Salle, 173% de capacité. Dans la presse du 28 décembre 2016. Tous les ans, le scénario est attendu et 2016 ne fait pas exception. Journal de Québec, 31 décembre 2017. Les urgences débordent dans plusieurs régions du Québec. Hôpital Juif, Verdun et Lakeshore à 155% de capacité. Grand Montréal, Laval, Rive-Sud à plus de 161% de capacité. La presse du 31 décembre 2018. Les urgences débordent. La grippe pointée du doigt. Les urgences sont débordées et le temps d'attente estimé élevé ou très élevé dans 80% des hôpitaux. Ça, si je vous le rappelle bien, en 2018, là, c'est où il y a le plus de morts en total au Québec depuis les 10 dernières années. C'est une année où la grippe normale qu'on appelle, l'influenza, a frappé très durement le Québec. Le devoir du 9 août 2019. Les urgences de la région de Montréal débordent. Montréal, 14 des 21 urgences, plus de patients que de lits. La presse du 4 janvier 2020. Les urgences débordent à travers le Québec. Montérégie, 150%, Laurentides, 151%, Laval, 141% et Montréal, 133%. 174%, c'est les Lanaudières. Donc ça, c'est les manchettes des 11 dernières années indiquant que le problème des urgences qui débordent ne date pas de la COVID. Ça date de bien longtemps. Le problème, c'est le système, mais ça va être pour un autre audio. J'aimerais ça aussi vous lire un article écrit dans l'actualité du 4 janvier 2019, écrit par un de nos docteurs ici au Québec, nos docteurs en cotation vedette, qui est un militant pour le confinement dur. Le titre de l'article est « La congestion des urgences ne date pas d'hier. Depuis près de 50 ans, la situation ressemble à un disque rayé. Les gens sont frustrés de la congestion dans les urgences québécoises, bien que leur fonctionnement se soit tout de même beaucoup amélioré. » Petit cours d'histoire signé Alain Vadeboncoeur. 191%, 236% et même 260%. Ce sont le taux d'occupation de certaines urgences ce matin. Le pourcentage représente le nombre de patients couchés sur le nombre de civières permises. Bref, ça déborde. Bien que certaines urgences soient parfois trop petites, de patients en attente d'un lit parce qu'il manque de place dans l'hôpital pour recevoir des patients très malades. Mais ce n'est pas nouveau, me direz-vous. Comme souvent, le mois de décembre a été rudement vécu dans les urgences alors que plusieurs sont très congestionnés en raison de la montée de la grippe. Et l'année commence en Lyon. En fait, ce qui est plus surprenant, c'est que chaque fois, tous les débuts de janvier, on paraît surpris. Pourtant, ce n'est pas d'hier que les urgences québécoises sont encombrées. On devrait plutôt être surpris de la persistance du problème, qui fait partie de notre petite histoire depuis 60 ans. Dans les années 1960. En effet, à la suite de la mise en place de l'assurance hospitalisation en 1961, on constate déjà une affluence accrue dans les urgences, ce qui n'est pas non plus surprenant. Les examens de laboratoire et de l'imagerie médicale sont alors couverts par l'assurance maladie dans les hôpitaux, mais les frais de médecin ne le sont pas encore, de sorte que les patients se présentent notamment à l'urgence pour passer des tests ou sont dirigés vers leur médecin de famille à cette fin.
Après l'événement de l'assurance maladie en janvier 1971, il n'y a plus de frais pour les médecins non plus. Et ça va de mal en pis dans les urgences. Pour qui aimerait regarder un document visuel éloquent de l'époque, je suggère le film fort intéressant à votre santé du cinéaste Georges Dufault qui montre les difficultés de la situation de l'urgence de l'hôpital du Sacré-Cœur au début des années 70. À l'autre bout de l'île de Montréal, l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont fait d'ailleurs les manchettes. En 1971, comme on peut le lire dans l'excellent livre L'histoire de la médecine du Québec 1800 à 2000, la situation y est jugée dramatique. Pour tenter de juguler le problème, on organise des campagnes d'information et de publicité afin de renseigner le public et de l'orienter vers une utilisation rationnelle et circonstancielle des services d'urgence. Ce n'est donc pas d'hier qu'on lit des appels dans les médias lancés pour essayer de rationaliser l'utilisation de l'urgence et orienter les patients vers la première ligne. Donc, on nous parle toujours tous les jours à LCN puis à Radio-Canada de débordement de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On attend souvent le docteur Marquis qui est, si je me trompe pas, docteur en chef de l'urgence, urgentologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui nous supplie de rester à la maison tout le monde pour pas que les urgences débordent. Mais mon ami, avant la COVID, les urgences débordaient déjà. Fait que on parle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ici, qui faisait les manchettes en 1971. On va en repasser, OK? Autre exemple, on continue l'article. Autre exemple. L'hôpital du Sacré-Cœur de Hull connaît aussi une crise en décembre 72. L'urgence est à ce point bondée que les ambulanciers, faute de lits disponibles, sont contraints d'asseoir les patients dans les fauteuils roulants alors qu'ils devraient être étendus. En 1973, on observe d'ailleurs de tels débordements des urgences partout au Québec. Le problème de délai d'accès aux civières des urgences congestionnées est encore présent dans beaucoup d'urgences, ce qui pose des dangers certains, puisque des patients malades qui devraient être surveillés n'y ont pas accès. Les solutions ne sont pas nouvelles. En 1974, un comité est mis sur pied par le ministère des Affaires sociales au Québec afin d'étudier le système de services d'urgence. On y souligne notamment que le rassemblement dans un même lieu des cas d'urgence réels, des cas d'urgence mineure, des cas de consultation externe et des cas de follow-up engendre un engorgement et un mode de fonctionnement inefficace et peu rationnel des services d'urgence et d'établissement. Cet état de fait provoque chez tout type d'usager un sentiment légitime de frustration, doublé d'un diagnostic sévère à l'égard du mode de dispense des soins. On dirait un disque rayé. Les gens sont frustrés avec raison depuis longtemps de la situation dans les urgences. Ce qui est plus surprenant, c'est que 44 ans plus tard, on en soit à des constats similaires, bien que le fonctionnement des urgences ne soit tout de même beaucoup amélioré. Le problème, c'est que parallèlement, la population s'est accrue qu'elle a vieilli, et qu'elle est surtout de plus en plus touchée par des maladies chroniques, pour lesquelles la première ligne est encore plus ou moins efficace. Il est donc probable que malgré des améliorations dans le fonctionnement de la première ligne, des urgences et des hôpitaux ont observé une stagnation des résultats, qui aurait été bien si rien n'avait été fait. Qui aurait été bien pire, si rien n'avait été fait. Une série d'actions. C'est en 1986 qu'est institué le premier plan majeur de décongestion des urgences, mis en place par la ministre Thérèse Lavoie-Roux à partir de 1986. Le ministère consacre ainsi plus de 476 millions de dollars en quelques années pour la mise en œuvre d'un premier vaste plan de désengorgement des urgences, très bien reçu et sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Le ministre conclut en avril 1988 que la plupart des mesures étaient implantées, et ce, en conformité avec le plan initial. On voit ici dans l'article un screenshot d'un article de la presse de Montréal du vendredi 2 mars 1986. La manchette lit ceci. Grâce à son nouveau budget, le CSSSRM entend mettre fin au scandale des urgences. On continue. Mais surprise, le ministre Marc-Yvan Côté, ça me dit quelque chose, ça, c'est un Marc-Yvan Côté, là, constate en 1990 la persistance du problème et annonce à son tour un train de mesures, comprenant la création du groupe tactique d'intervention, le GTI, constitué d'experts du domaine et présidé par un urgentologue, le docteur Michel Tétrault. Ce GTI a notamment pour mandat de se rendre dans tous les services d'urgence présentant des problèmes d'engorgement, de mettre en lumière les problèmes d'organisation, de fonctionnement des urgences, d'étudier les politiques et procédures d'admission et de gestion des lits hospitaliers. Le GTI connaît un certain succès. Perçu comme une des polices des urgences, il contraindra les hôpitaux à améliorer le fonctionnement de leur urgence et à y mettre en place un certain nombre de mesures, comme les coordonnateurs de soins pour améliorer la situation. Mais il engendra aussi son lot de résistance, en raison de son approche directive et du contexte de compression, qui rend difficile la résolution de problèmes complexes.
Une des grands intérêts des travaux du groupe tactique est également d'analyser, de formuler et de proposer une série d'améliorations basées sur les faits et les données pour améliorer les choses dans plusieurs milieux. Son intéressant bilan est déposé à la fin des années 1990. Après le virage ambulatoire du ministre dans les années 2000, après le virage ambulatoire du ministre Jean Rochon, qui concerne moins les urgences, c'est au tour de la ministre Pauline Marois de mettre en place, en octobre 1999, le premier forum des urgences, qui regroupe plus d'une trentaine d'organisations et qui vise à relancer l'action. On élabore un plan d'action comprenant une mission des urgences, un tirage universel, la création d'un comité d'experts, un autre, chargé d'accompagner les établissements et la rédaction d'un guide de gestion des urgences où seront regroupées les connaissances de gestion des urgences. Plan d'action issu du forum sur la situation des urgences d'octobre 1999. Mais dans les années 2000, l'affluence continue d'augmenter dans les urgences. De même que le vieillissement des patients qui consultent et en conséquence la durée des séjours sous civière à ne pas confondre avec l'attente pour voir un médecin. Le gouvernement libéral, première mouture, avec les ministres Philippe Couillard puis Yves Bolduc, s'attaque lui aussi au problème, investissant par exemple régulièrement des sommes en hiver pour augmenter la capacité d'hospitalisation, en travaillant au regroupement des établissements et en concevant des outils d'analyse plus précis. Il faudra attendre le ministre Gaétan Barrette pour voir un nouveau mouvement d'amélioration ces dernières années. Renouant avec une approche directive et un suivi, disons très personnalisé de chaque hôpital, le ministre ferait pression sur les établissements pour diminuer la durée des séjours sur civière, ainsi que sur les médecins pour améliorer le temps de réponse aux consultations d'urgence. Conséquence, les durées du séjour finissent par s'améliorer, notamment par un partage salutaire de la pression du débordement dans tout l'hôpital, surtout en 2017. Cependant, la pression du ministre ayant été retirée à partir de 2018, quand le ministre s'est vu retirer les pouvoirs d'application de ses lois 120 et 130, les chiffres de durée de séjour ont recommencé à monter légèrement. On voit un petit biais ici du docteur Vadeboncoeur, mais bon, on continue. Des leçons à en tirer. Quand on regarde avec cette perspective historique le phénomène de la gestion des urgences, on constate d'abord la persistance du problème. Au fil des ans, certaines réflexions ont permis de mieux baliser le problème et les solutions à apporter, qui ne sont toutefois pas toujours évidentes à mettre en pratique, surtout dans les périodes où il y a parallèlement des compressions qui empêchent d'investir. On a parfois mis l'accent sur l'aval, les capacités d'hospitalisation, les ressources externes, les soins prolongés, les soins à domicile. Parfois sur l'amont, la coordination de la première ligne, l'accès aux médecins des familles et parfois les urgences elles-mêmes, accès aux consultants, aux tests diagnostiques, fonctionnement des urgences, etc., selon le ministre des diverses époques. À moins de 2 reprises dans l'histoire, soit au moment d'intervention des années 1990 du JTI et celle du ministre Gaétan Barrette, on a agi de manière très directive avec les hôpitaux pour qu'ils donnent la priorité à l'amélioration de la situation à l'urgence. Dans ces 2 cas, on a pu constater certains résultats transitoires, mais aussi des effets secondaires liés à ces méthodes de gestion. On peut parier que donner des outils aux gestionnaires bien financer le réseau, s'inspirer de meilleurs modèles est tout aussi important que de mettre la pression sur le système, bien qu'il semble difficile de jouer plutôt et de ce côté. Force est de constater que la congestion des urgences perdure, ce qui n'est pas surprenant, étant elle-même le résultat de problèmes de l'ensemble du système, notamment les difficultés d'accès et d'intégration de la première ligne et le manque de lits d'hospitalisation, problème que j'ai abordé dans un billet récent. Comme régler le problème des urgences requérait d'agir sur le système en entier, il est assez probable que lorsque je prendrai ma retraite de la médecine d'urgence, le problème ne sera toujours pas résolu. En attendant, la ministre Danielle McCain doit faire comme chaque année, investir maintenant pour ouvrir des lits d'hôpitaux supplémentaires et d'engager certaines capacités d'accueil dans les ressources de rechange à l'hospitalisation. À long terme, il reste à travailler fort pour tenter d'améliorer les choses et surtout à continuer de faire de notre mieux pour bien soigner dans un environnement où la congestion fait partie des meubles. Bon courage, tant aux patients qu'au personnel et aux médecins d'ailleurs. Et voilà. Et ça, c'était le billet de Alain Vadeboncoeur du 4 janvier 2019 dans l'actualité qui parle des problèmes des urgences qui débordent depuis plus de 50 ans. Là, j'aimerais ça, on va sortir un peu des urgences, puis on va rentrer plus dans le sujet du confinement, parce que ça touche beaucoup de monde. Donc, puis les effets sur la population. Le confinement et les effets sur la population. Donc, en premier, je vais lire ici un article de la loi sur la santé publique. Sur la section 3, l'article 119. L'état d'urgence sanitaire déclaré par le gouvernement
vaut pour une période maximale de 10 jours, à l'expiration de laquelle il peut être renouvelé pour une autre période maximale de 10 jours, ou avec l'assentiment de l'Assemblée nationale pour des périodes maximales de 30 jours. Si le gouvernement ne peut se réunir en temps utile, le ministre peut déclarer l'état d'urgence sanitaire pour une période maximale de 48 heures. Donc, l'urgence sanitaire actuelle au Québec est anticonstitutionnelle. C'est supposé d'être renouvelé par l'Assemblée nationale à chaque 30 jours. Elle l'est pas. Elle a été au mois de juin. Si je me trompe pas, il faudrait que j'aille vérifier. Mais au mois de juin, ils ont décrété l'urgence, avec un décret, bien sûr, décrété, l'urgence sanitaire indéfinie jusqu'à temps que le gouvernement décide qu'elle est terminée. Donc, tout de suite là, ça va contre l'essence de la loi. Là, on va lire dans la même section l'article 122. L'Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement. Le désaveu prend effet le jour de l'adoption de la motion. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser un avis du désaveu avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population concernée. Il doit de plus faire publier l'avis de la Gazette officielle du Québec. Au cours de l'article 123, qui est un article très, très important sur la loi sur la santé publique, qui parle de vaccination. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, 1. Ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population. Et, s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés. 2. Ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement. 3. Ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel. 4. Interdire l'accès à tout ou à partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions ou ordonner, lorsqu'il n'a pas d'autre moyen de protection pour le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de toute ou partie du territoire ou leur confinement est veiller, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité. Numéro 5. Ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d'installations à des fins sanitaires ou en dispensation de services de santé et de services sociaux. Numéro 6. Requérir l'aide à tout ministère ou l'organisme en mesure d'assister les effectifs déployés. Faire les dépenses et conclure les contrats qu'il juge nécessaires. Ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de l'exécution de ses pouvoirs. Et ça, mesdames et messieurs, c'était l'article 123 qui balise la vaccination obligatoire. Là, j'ai un autre article à vous lire sur la loi de santé, sur la santé publique. L'article 126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s'y soumettre. Le juge peut en outre, s'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s'y soumettrait pas et qu'il y a des avis de la protection de la santé publique le justifient, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour être vaccinée. Conduite où? Je demande conduite où? Où qu'ils vont m'amener si je refuse de prendre le vaccin pour me donner le vaccin? Une prison mobile? Un hôpital mobile? Une clinique mobile? Je sais pas, je pose la question. Tout ça, donc on prépare aujourd'hui en date du 14 décembre, le gouvernement a laissé couler dans les médias qu'il va y avoir un annoncement demain du premier ministre François Legault pour qu'on appelle un reconfinement mesuré, spécifique dans certains secteurs. Fait qu'on va attendre demain pour en parler. Mais j'aimerais ça. Je trouve que le confinement, ça marche pas. Hein. Vous devrez le savoir. Par mes posts Facebook durant les 9 derniers mois,
j'ai toujours prôné pour une approche plus ciblée, de protéger les personnes vulnérables et les personnes avec des comorbidités plus dangereuses, les diabétiques, les personnes avec des problèmes de cœur, etc., qu'on protège ces personnes-là. Je sais que ça veut dire que il faudrait isoler plus les travailleurs du système de la santé et les préposés aux bénéficiaires, mais dans mon opinion personnelle, humblement, je trouve que c'est toujours mieux cette approche que de confiner 99% de la population pour protéger 1%. On continue. J'allais oublier, sorti plusieurs articles au journal comme dans le Daily Mail, le Guardian et plusieurs autres. Je vais vous lire cette partie en anglais. If the vaccine can't give you immunity and just protects some from severe illness from COVID, that means that most people will be asymptomatic and will still be spreading the virus. What does that mean for us? Endless lockdowns and masks? Je pose la question. Je sens que ça devient de pire en pire et que le gouvernement, et surtout M. Legault, commence à aimer beaucoup le pouvoir de fermer certaines sections et d'en ouvrir d'autres. Donc, je sens pas qu'il y ait des bonnes nouvelles qui s'en viennent. En tout cas, I digress. Dans le Radio-Canada, sur un article dans Radio-Canada qui date du 9 décembre 2020, la manchette lit ceci. Le docteur Arruda n'a jamais recommandé la fermeture des musées et des restaurants. Donc ici, on parle de l'apparition de Dr Arruda en commission parlementaire et lors d'un échange corsé avec le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Durubé, le directeur national de santé publique a donné, pour la première fois depuis le début de la pandémie de la COVID-19, l'exemple d'une décision prise par l'exécutif gouvernemental allant au-delà de ses recommandations. Et en passant, son équipe de crise à François Legault pour la COVID contient un scientifique, et c'est Dr Arruda. Le reste, c'est tous des experts en communication et en politique, des conseillers politiques. Ça suit pas la science. C'est pas rien à voir avec la science, là, c'est des décisions carrément gouvernementales, carrément politiques. Sur la base de l'épidémiologie qu'on voyait sur la question de certains milieux, notamment les musées ou les restaurants, nous avions recommandé que ça pouvait potentiellement rester ouvert, compte tenu du fait qu'on n'avait pas démontré que les gens n'y respectaient pas les consignes, etc., a reconnu le docteur Arruda. Mais dans une question d'approche, je vous dirais perceptuelle, de fermer les rassemblements à la maison et de laisser des zones où il y a des rassemblements, le gouvernement a pris une autre décision. Ça, c'était au début de la deuxième vague, le 28 septembre. Ça, c'est pour dire que Dr Arruda, OK, peut-être qu'il a voulu lancer le premier ministre en dessous de l'autobus, comme ils disent, pour dévier un peu de pression sur lui et la diriger vers le premier ministre, mais quand même, c'était en commission parlementaire. Fait que je vois pas pourquoi il mentirait. Donc, quand il a fermé les restaurants, il a dit que c'était pour protéger la population en suivant les règles, les consignes de la santé publique. On voit maintenant que c'était pas le cas, que c'était une décision carrément politique. Donc, dans un autre article de Radio-Canada, la semaine passée, je vais vous dire exactement la date, du 11 décembre 2020, écrit par Gérard Filion, expert économique à Radio-Canada. La manchette va dessus. Vaut-il la peine de mettre l'économie en pause de nouveau? Le gouvernement du Québec a déjà fait ce qu'il fallait pour réduire les contacts. Il a fermé les lieux de socialisation et il a demandé aux ménages de ne pas se visiter. De plus, l'école s'arrête le 17 décembre et ne reprend qu'après le 4 janvier. Serait-il maintenant utile de fermer davantage l'économie? Selon les données du gouvernement, le tiers des éclosions actives sont dans les écoles et les garderies, donc 33%. On peut facilement imaginer que ces éclosions pourraient être grandement réduites durant le temps des fêtes, au moment où les activités seront à l'arrêt. Environ 25% des éclosions, donc un quart, sont dans les lieux de vie et de soins de santé. Un autre tiers des éclosions actives, et même un peu plus, soit 38%, est en milieu de travail. Cela représente 489 éclosions actives. De ce nombre, combien relève du commerce de détail? OK? Il y a un quart d'éclosions qui viennent des lieux de vie et de soins de santé, hôpitaux, CHSLD. 33% qui viennent des écoles et garderies. Et 38% qui viennent du milieu de travail. Ça vient de là. Toutes les éclosions viennent de ces
quasiment de ces trois-là. De ce nombre, combien relève du commerce de détail? On peut... OK, on va prendre les statistiques de l'Institut national de la santé publique du Québec, qui nous permettra d'avoir des données précises sur les différents milieux de travail. Il faut reculer de quelques jours toutefois, parce que on doit prendre les chiffres du 22 au 28 novembre 2020. À ce moment-là, on dénombrait 429 éclosions actives dans les milieux de travail, selon l'NSPQ. Sur ces 429 éclosions, il y en a 83 dans le commerce de détail. C'est 19,3% des éclosions en milieu de travail et 7,4% des éclosions actives totales au Québec. Donc 7,4% viennent des commerces de détail. On aimerait ça avoir les chiffres pour les cafés, les bars et les restaurants, mais le gouvernement, pour une certaine raison de manque de transparence, refuse de donner ces chiffres-là. Donc, si juste 7,4% des éclosions actives au total au Québec viennent du commerce de détail, ça veut dire que on pourrait demander la question, quel pourcentage viennent des restaurants et des bars et cafés et des gyms? Quoi d'autre ça dit? En comparaison, les industries manufacturières représentent 33,6% des éclosions actives et 46,1% des cas confirmés de travailleurs. C'est une forte contamination, surtout dans les abattoirs. En milieu de travail, qui représente 38% des cas de la COVID au Québec, 33,6% d'éclosions actives et 46,1% des cas confirmés de travailleurs viennent des industries manufacturières, surtout dans les abattoirs. Fait qu'on sait qu'il y a des problèmes d'éclosion des abattoirs. Fait que, dans le fond, le gouvernement, il diffuse toutes ces statistiques-là, sauf les restaurants, bars, cafés et gyms. Je trouve ça bizarre. C'est-tu parce qu'il y a presque pas d'éclosion dans ces cas-là, puis il n'y a pas de justification de les fermer? Je pose la question. OK, on continue. Au regard de ces données, c'est une décision difficile à prendre. Au regard de ces données, on peut imaginer que la santé publique puisse considérer que les risques sont faibles dans ces secteurs. On peut aussi imaginer que la santé publique redoute qu'il puisse y avoir un risque plus élevé avec le magasinage des fêtes et les soldes d'après Noël qui se déclenchent avec le traditionnel Boxing Day du 26 décembre. Qu'on a entendu qu'il va y avoir fermeture, reconfinement, appelez-le ce que vous voulez, pour le Boxing Day. C'est une des journées les plus rentables pour les commerces au détail. Cette opposition s'accompagne de colère chez les restaurateurs qui ont appris mercredi que le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, n'avait pas recommandé au début de l'automne la fermeture des musées, des cinémas, des salles à manger, des restaurants et des bars en zone rouge. C'est François Legault qui en a pris la décision. Donc, l'article ici revient que c'est une décision politique et non scientifique. On continue. Un autre article de Radio-Canada datant du 9 décembre 2020, avec manchette qui dit « Arruda s'inquiétait des asymptomatiques de 2 mois avant Legault. Le directeur national de la santé publique se préoccupait des porteurs de la COVID sans symptômes dès janvier, révèle des documents internes, mais le gouvernement affirme, lui, n'avoir été informé du risque qu'à la fin mars. » Intéressant. J'ai vu des entrevues du docteur Arruda, une émission de télé portugaise où ce qu'il disait, il faut pas s'inquiéter, c'est en janvier, si je me trompe pas, en fin janvier ou début février, si je me trompe pas, qui disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter de la COVID, du virus, du coronavirus, c'est une petite grippe, il disait. Je vais essayer de mettre le lien dans la description de l'audio, si je suis capable de le trouver. Pardonnez-moi si je suis pas capable. Qui disait que c'était un petit coronavirus, c'était une petite grippe, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que c'était plus dangereux la pandémie de la peur que le virus lui-même. Je sais pas qui ici se contredit. Il dit que en janvier, il savait déjà que qu'il y avait des asymptomatiques qui étaient contagieux, mais qu'il a juste que le gouvernement en a juste pris cause à la fin mars. Dur à croire. Ici, dans l'article du Devoir du 9 décembre 2020, avec la manchette du reconfiné est une fausse bonne idée, disent des experts. Isabelle Paré, la journaliste qui a écrit l'article, parle à plusieurs experts de la santé publique et en épidémiologie.
et elle fait une entrevue et elle demande cette question. Confiner le Québec du 20 décembre au 4 janvier aiderait-il à freiner la pandémie? Non, car la littérature scientifique démontre qu'il faut confiner la population au moins 28 jours pour infléchir le rythme des infections. Et par ricochet, les hospitalisations, estime Benoît Massé, épidémiologiste à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et c'est ça qu'on vise. C'est vrai que lors de la grippe espagnole, les régions confinées ont connu une meilleure reprise économique que celles qui ne l'étaient pas. Mais pour cela, il faut confiner longtemps. Bon. D'une manière, il dit que confiner le Québec du 20 décembre au 4 janvier n'aiderait pas. Il faudrait plutôt un confinement de 28 jours. Ça va bien aller, hein? 2 semaines pour comment qu'il disait, Ruda? 2 semaines pour to flatten the curve. Bon. Une autre question que la journaliste pose, n'y aurait-il pas tout de même des avantages à ralentir la transmission, ne serait-ce que 2 semaines? Ce serait comme utiliser un marteau en pénalisant tout le monde pour tuer une mouche. Je répète, c'est important. Ça serait comme, donc, en répondant à la question, si il n'y aurait pas des avantages à ralentir la transmission, ne serait-ce que 2 semaines si on reconfinait, l'expert répond, ça serait comme utiliser un marteau en pénalisant tout le monde pour tuer une mouche, pense la docteure Marie-France Reynaud, chef du département de médecine sociale et préventive du CHUM. Ce n'aurait qu'un petit effet. Dans la mesure où toutes les écoles seront déjà à l'arrêt, on ne serait même pas en mesure de calculer le plus-value d'un tel confinement. Il reste donc bien d'autres choses à faire que de tout confiner. Et pourquoi attendre le 20 décembre? C'est maintenant qu'il faut agir. En conclusion, moi je suis pas un expert. Je suis pas un expert, je suis pas journaliste, je suis pas docteur, je suis pas scientifique, je suis rien. Juste une personne qui aime lire, et je trouve que ces articles et ces statistiques-là sont d'une pertinence quand même importante pour essayer de juger le travail du gouvernement durant cette pandémie. L'approche du confinement, et je vais être clair ici, je suis pas, même si je vois le masque comme un symbole de l'autorité sanitaire excessive que le gouvernement prend pour combattre cette pandémie, je suis totalement pour le port du masque dans des lois intérieures, dans des endroits intérieurs où on ne peut pas garder le 2 mètres. Je suis pour le lavage des mains, comme on dit, récurrent. Toujours se laver les mains, porter le masque, garder la distance de 2 mètres. Et toutes ces mesures sanitaires-là. Je trouve juste que l'approche du confinement est excessive. Je trouve qu'on aurait pu agir autrement, comme d'autres États et pays l'ont fait. En Suède, comme la Floride et le Texas. Donc la Suède qui en nombre qui ces statistiques d'hospitalisation de morts, même s'ils ont un peu plus de cas que le Québec, toutes les autres sont à peu près la même chose. La population est semblable et les chiffres sont semblables, sauf qu'eux autres, ils ont pas eu de confinement, ils ont décidé de transparent avec la population et de faire des recommandations, mais ils ont gardé les restaurants, les endroits de rassemblement ouverts avec des restrictions, des capacités, etc. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis je vais pas comment dire, c'est à eux de prendre des décisions, c'est pas à moi. Mais je peux juger, je peux critiquer, et c'est ça que je fais. Comme citoyen, j'en ai le droit. Et j'utilise mon droit à plein essence. Une petite dernière ici, juste pour mettre en perspective le dommage collatéraux du confinement. On parle ici de désespoir et d'émotions suicidaires qui continuent d'accroître pendant la pandémie.
OK? C'est un article qui est paru dans la Cision. Et la nouvelle est donnée par the Canadian Mental Health Association. Je vais lire ça en anglais pour que ça soit plus comprenable, à place que je fasse la traduction en la lisant, qui est un peu plus difficile. The second wave of the pandemic has intensified feelings of stress and anxiety, causing alarming levels of despair, suicidal thoughts, and hopelessness. In the Canadian population, this, according to the newest wave of data collected through a nationwide monitoring survey on the mental health impacts of COVID-19 released today by the Canadian Mental Health Association in partnership with UBC researchers. Most people in Canada, 71%, indicate they're worried about the second wave of the virus, with 58% worried about a loved one or family member dying, and only 21% feeling hopeful. As winter approaches, 40% of Canadians say their mental health has deteriorated since March, with the decline more pronounced in those who are unemployed, 61%. Those with a pre-existing mental health issue, 61%. Younger people aged 18 to 24, 60%. Indigenous people, 54%. Those that identify as LGBTQ2+, 54%, and those with a disability, 50%. Almost half of women, 45%, and a third of men, 34%, say their mental health has declined. Ça, c'est des gros pourcentages, là. C'est des gros pourcentages, puis c'est des problèmes qui vont perdurer pendant plusieurs années à cause de cette pandémie, à cause de ce confinement, excusez-moi. Cold weather, uncertainty, eroded social networks, and restriction on holiday gatherings are hitting at a time when people are already anxious. Hopelessness and fearful that things are going to get worse, says CMHA's national CEO, Margaret Eaton. I am afraid that many people are in such despair that they can't see past it. Of great concern in the sharp increase in suicidality this fall, with 1 in 10 Canadians, 10%, experience recent thoughts or feelings of suicide, up from 6% in the spring and 2.5% throughout the pandemic, throughout pre-pandemic 2016. So, ça a grimpé de 2016, OK? Des personnes avec des pensées suicidaires a augmenté de 2016 de 2,5% à 10% présentement. Imaginez le nombre de personnes que ça encombre. C'est énorme. Suicidal thoughts and feelings are even higher in various subgroups of the population, including those who identify as LGBTQ2, 28%, with existing mental illness or mental health issues, 27% with a disability, 24% aged 25 to 34, 21%, and 18 to 24, 19%, and who are indigenous, 20%. We are seeing direct relationship between social stressors and declining mental health, says lead researcher Emily Jenkins, a professor of nursing at UBC, who studies mental health and substance abuse. As the pandemic wears on and cases and related restrictions rise, a good proportion of our population is suffering. Particularly concerning are the levels of suicidal thinking and self-harm, which have increased exponentially since before the pandemic and are further magnified in certain subgroups of the population who are already experiencing stigma, exclusion, racism, and discrimination. A third of Canadians, 39%, more than a third of Canadians, are worried about finances, with half of parents with children under 18, 48%, and those with a household income of less than $25,000, 51%, reporting financial concerns due to COVID-19, especially as potential school closures loom. Parents are under pressure, with 13% experiencing suicidal thoughts or feelings. 1/4, 27%, worried about putting food on the table, and 1/5, 18%, concerned about being safe from physical or emotional domestic violence. Unfortunately, few Canadians are getting mental health services and supports they need. Nearly 1 in 5, 17%, have indicated that they have increased their use of substances as a way to cope. A fifth of people, 20%, 1 in 5, it's crazy, have increased alcohol use, while many have also increased their use of other substances, including cannabis, 9%, prescription medication, 7%, with even higher rates in subgroups. Donc, c'est ça, mes amis. Les dommages collatéraux de ce confinement sont énormes. Et on va pouvoir, et je vous le garantis, sans boule de cristal, là, mais dans mon opinion personnelle, je vous garantis que quand on va revenir sur cette pandémie et les effets collatéraux de cette pandémie dans les 10 prochaines années,
on va réaliser que les personnes qui ont été frappées le plus de cette pandémie vont être les victimes du confinement, avec des suicides qui vont augmenter exponentiellement, la consommation d'alcool et de drogue dure va augmenter énormément, et il va falloir dealer, excusez-moi pour mon anglicisme, dealer avec ces problèmes-là pendant des années à venir. Donc c'est pensez-y bien. Il faudrait se réveiller, poser des questions, envoyer des lettres à votre député, à vos ministres, à les maires de vos villes. Faites pression pour qu'on ouvre l'économie et pour qu'on essaye de minimaliser les effets secondaires du confinement. Donc avec ça, je vous laisse. Merci d'avoir écouté et à une prochaine. Au revoir.